Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015. Depuis toujours, ma maman est ma première fan. Malgré sa vie pro bien chargée et ses 2 autres enfants, elle a toujours été hyper soutenante et aimante. Elle m'a donné confiance en moi et en mes capacités. Elle m'a toujours accompagnée, par exemple, à mes nombreux spectacles de danse, à mes compétitions de gymnastique rythmique et autres auditions au conservatoire. Ouais, j'étais une enfant un peu hyper active et je le suis encore un petit peu adulte d'ailleurs. Aujourd'hui encore, elle m'épaule dans tous les moments de galère. Elle écoute tout ce que je fais aussi, tous mes podcasts, très assidûment, et elle partage ça sur les réseaux sociaux, en bonne proud mom. D'ailleurs, ne soyez pas surpris si vous voyez Isa traîner dans les commentaires de cet épisode. Coucou maman. Quand je parle de ça aux femmes autour de moi, ça m'arrive souvent d'en voir certaines se recroqueviller un peu. Leurs yeux se vident, leur esprit divague. Parce que elles n'ont jamais vraiment vécu ça avec leur mère. Elles ont plutôt eu le froid, le manque de tendresse, les conflits venimeux, voire les coups. À l'approche de la fête des mères, je pense très fort à ces filles blessées. Je les sais soucieuses d'avoir encore à traverser cette célébration tonitruante de la mère parfaite qui dissonne si fort avec ce qu'elles ont subi. Peut-être que c'est votre cas, chères auditrices. Peut-être que cette douleur remonte à très loin et que vous n'avez toujours pas trouvé comment l'éponger. Si je veux parler des relations mère-fille spécifiquement, c'est parce qu'elles me paraissent tout particulièrement aliénées par le patriarcat. Et c'est encore assez délicat à nommer quand on est féministe. Que faire de sa relation conflictuelle, de ses liens heurtés, voire violents avec sa mère ? Pourquoi c'est si douloureux quand cette relation-là ne marche pas ? Est-ce qu'il faut pardonner, couper les ponts, ou autre chose encore ? Et si on veut devenir mère à son tour, comment faire pour briser ce cycle ? Je m'appelle Naomi Titi et vous écoutez Dr Love, la nouvelle émission du cœur sur la table où je réponds à vos problèmes de love avec des expertes et des experts. Pour ce nouvel épisode, on a passé un appel à témoignages auprès de vous pour recueillir vos histoires et j'ai été très touchée d'entendre le nœud dans vos voix et tous les échos entre vos récits malgré la diversité des générations et des profils. Mes invités du jour ont toutes les 2 travaillé sur les relations mère-fille en partant de leur expérience personnelle et d'autres témoignages pour les mêler à des recherches très poussées. La première s'appelle Chloé de Broca. Elle est comédienne et elle vient de sortir son premier documentaire sonore sur les mères violentes pour le podcast Émotion de Louis Média. Sa série, qui est sortie entre mars et avril 2026, se découpe en 3 épisodes et voici son titre, magnifique. Le mal de mère. M-E-R-E, bien sûr. Au même moment, l'essai de ma seconde invitée a été publié dans la collection Les Renversantes des éditions Leduc. Elle s'appelle Claire Richard, elle est autrice et documentariste féministe et son livre s'appelle « Pardonner à nos mères ». Dedans, elle mêle le récit de soi à l'enquête pour replacer ce lien dans un contexte pas seulement individuel mais aussi social, sociétal. Leurs 2 sorties quasi simultanées s'ancrent dans un contexte plus large. Depuis quelques mois et dans ceux qui arrivent, de nombreuses productions féministes émergent sur ce sujet. Alors pour commencer, je leur ai demandé pourquoi ça leur a paru urgent, aujourd'hui, de tourner leur attention sur les relations conflictuelles entre mère et fille. Je dis souvent que je suis féministe depuis 2 minutes parce que j'ai l'impression que ça m'est tombé dessus trop tard. Et je me reconnaissais pas dans ce truc de à nos mères, à nos grands-mères, enfin cette sororité-là, elle me faisait mal en fait. Parce que moi, quand on m'évoquait ma mère ou ma grand-mère, enfin tout de suite ça évoquait beaucoup de colère et au contraire, tout ce que le féminisme engageait chez moi, en fait la racine profonde de la colère venait de la lignée des femmes. Donc il y avait quelque part quelque chose où du coup je suis restée très silencieuse, très observatrice, très lectrice évidemment. Et puis à un moment donné, j'ai senti la brèche, enfin en tout cas en parlant petit à petit, tout doucement. Et puis ce très doucement s'est transformé en une accélération quand on se rend compte qu'en fait on n'est pas la seule à ressentir la même chose. Et l'urgence, elle est née de là, quoi, d'en finir avec en fait un système de domination, le considérer dans toute sa dimension. Et en finir avec l'emprise, surtout. C'était ça l'urgence de manière collective et intime. Claire ?
Moi, il y a des échos avec ce que vient de dire Chloé, mais en même temps assez différemment. Déjà, j'ai été en fait assez émue par le début, parce que je me suis dit que quand moi j'étais plus jeune, donc moi j'ai 40 ans aujourd'hui, et je pense que c'était des questions qui m'agitaient très très fort quand dans la vingtaine, ça a été très dur. En fait, avant le renouveau ce foisonnement des pensées, des productions féministes qu'on connaît aujourd'hui et qui est vraiment merveilleux, je me sentais très seule avec ça. Un peu comme tu l'évoquais avec cette idée. Alors pour le coup, moi, je me sentais déjà féministe, mais en fait, c'était très flou. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils. Donc il y avait un peu cette sensation que j'avais très fort de pas du tout me reconnaître dans, dans des relations éphémères idéales, et de pas trouver de termes ou de pensées pour les expliquer, ou en tout cas pour y donner un sens et une forme. Et quand je suis tombée enceinte, donc c'était il y a un petit moment maintenant, c'était en 2020, j'étais très ambivalente autour de la grossesse comme plein de femmes, et donc je lisais beaucoup de choses, et je suis tombée en écoutant une vidéo d'une poétesse qui s'appelle Maggie Nelson, dont j'avais adoré le livre Les Argonautes sur la grossesse, précisément parce qu'en fait il racontait une histoire quand même un peu de mutation, de trouble, et au lieu de dire « Ouh, c'est super, on va toutes devenir des mamans », enfin j'exagère un peu, mais il y a quand même ce truc-là où j'étais là, c'est quand même hyper bizarre, parce que en vrai, tu héberges un nouvel être, ça arrive très vite, ton corps fait des trucs bizarres. Bref, donc il y avait les Argonautes, et en écoutant une vidéo de Maggie Nelson, je l'ai entendu utiliser le terme matrophobie que j'ignorais. Et en cherchant ce que ça voulait dire, là, je suis tombée sur un concept qui a été un peu comme je l'ai écrit dans le livre, mais c'est vrai, quoi, une déflagration. Et donc c'est un concept américain dont on reparlera peut-être, mais qui désigne la peur des filles de devenir comme leur mère, parce que dans un monde patriarcal, en gros, leurs mères sont les messagères de la mauvaise nouvelle. Et en fait, soudain, ce concept, il est venu, il répondait tellement à ce que j'avais senti pendant si longtemps, parce que pendant très longtemps, c'était la part la plus un peu intime de moi, quoi. C'était dur, je voulais pas, il y a ce truc où tu veux pas en parler avec tes copines non plus toute la journée, parce qu'en fait, t'as envie de parler d'autres choses quand t'es avec tes amis, quand tu fais ta vie. Que de parler de sa mère. Que de parler de ta mère, de toute façon, t'es bloqué. Enfin, moi, je me sentais vraiment bloquée dans plein d'affects qui étaient difficiles. Voilà. Et donc, est venue l'idée d'écrire quelque chose là-dessus, de faire voyager ce concept, parce que j'avais quand même lu pas mal de choses, j'avais l'impression, et que j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est aussi, j'ai l'impression, un livre dont la genèse est très ancienne, parce que c'est le livre que j'aurais voulu lire à 25 ans. Enfin, je crois que vraiment, ça m'aurait fait beaucoup, beaucoup de bien de savoir que c'était pas forcément quelque chose qu'il fallait penser dans une dynamique purement interpersonnelle et psychologique. Et si ça a été une telle déflagration, c'est aussi parce que, en fait, parler des mères qui ne sont pas aimantes, qui sont parfois violentes, c'est un tabou, finalement, aujourd'hui, où c'est quelque chose qu'on a du mal à nommer collectivement. Toi, t'en parles dans ton podcast, Chloé. Pourquoi c'est un tabou de parler de ces relations heurtées entre mère et fille ? Je crois qu'il y a plein de représentations, d'images, un narratif, en fait, qui est très fort autour de la mère parfaite, et notre système il s'effondre si en fait on sort de ça. Mais pour moi, ce qui m'a semblé tabou, à la fois intimement et au regard des témoignages que j'ai récoltés, c'est toute la dimension hyper paradoxale, en fait, entre amour et violence. Je pense que c'est tabou parce qu'il y a beaucoup d'amour. Moi, ce qui m'a touchée aussi dans ton introduction, c'est cette sensation de la mère, c'est la première histoire d'amour. Il y a quelque chose de la chair, il y a quelque chose d'organique, il y a quelque chose de... Et d'ailleurs, là, depuis que la série du Mal de mer est sortie, je sens bien que ça résonne à des endroits auxquels je n'avais pas pensé chez des personnes qui ne sont pas forcément concernées, mais parce qu'on évoque la mère et tout de suite, tout d'un coup, ça vient réveiller vraiment quelque chose de l'intérieur et qui nous dépasse un peu. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est tabou, c'est pour toutes ces choses très contradictoires, très paradoxales, qui rendent les choses indicibles. On dit pas du mal de sa mère, c'est de l'ordre de l'impensable, de l'impossible, quoi. À ça ajoute aussi la question, d'un point de vue féministe, de dire on va pas en plus encore accabler les mères. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement... Enfin, ça a été vraiment infiniment salvateur. Toutes les critiques ont été produites par les féministes sur l'institution de la maternité, l'impossibilité en fait d'incarner cette fameuse mère idéale dont on va parler. Et puis par ailleurs, la mère, justement, les mères sont blâmées pour tellement de choses dans la société en général, des troubles psychologiques aux effets de violence, au manque éducatif de toutes sortes, qu'on peut comprendre aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une interdiction presque interne au champ féministe, de dire stratégiquement, est-ce que vraiment on va encore aller parler des mères, sachant que ce sont quand même majoritairement, statistiquement, les hommes qui sont auteurs de violences, qu'on est vraiment loin d'en avoir fini avec la violence des hommes. Il y avait cette idée de, du coup,
ne pas tourner le focus critique vers cet endroit-là. Et une fois de plus, je pense qu'on peut le faire, et c'est pas un hasard que nos productions sortent en même temps. Il y a aussi d'autres documentaires, il y a les podcasts de Charlotte Bien-Aimée en ce moment. Enfin, on est héritière d'un corpus vraiment très fouillé et très précis sur justement les difficultés à être mère, et qui nous permet du coup de dire du coup on sait qu'on a tout ça en tête, on peut maintenant, forte de ces réflexions, interroger ce qu'elles font à leurs filles. Et donc effectivement, en lien avec ça, une des constructions culturelles qui fait beaucoup de mal aux mères et aux filles, donc aux femmes en général, c'est ce fantasme de la bonne mère, qui est un peu cette figure idéalisée qui apparaît quand même historiquement. Alors je suis pas spécialiste de ça, mais je crois que c'est plutôt au XVIIIe siècle, à un moment aussi où donc il y a cet idéal bourgeois qui s'impose en Europe occidentale, par exemple, donc d'une mère qui revient au foyer, parce qu'il y a évidemment toujours des femmes qui ont travaillé, des mères qui travaillaient, et ça a toujours été le cas, d'ailleurs ça allait rester au XVIIIe, au XIXe, mais il y a cet idéal qui est mis en circulation par ceux qui écrivent, c'est-à-dire donc des hommes issus de la bourgeoisie, et donc qui vont décrire cette femme qui est vraiment le pilier du foyer et qui est le réceptacle de toutes ces qualités de douceur, d'écoute, d'amour inconditionnel, qui évidemment l'assigne au foyer. Et donc, cette figure-là, on en voit, donc c'est ce fameux fantasme de la bonne mère qui a été analysé par beaucoup de psychologues féministes pour montrer aussi évidemment à quel point son influence, elle est quand même omniprésente, et y compris, et ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé en lisant un texte d'une psychologue qui s'appelle Paula Kaplan, qui est une américaine et qui a beaucoup travaillé sur cette figure. Je me demande si même on lui doit pas le terme, je suis pas sûre. Mais elle dit en fait, même les filles l'intériorisent. C'est-à-dire que non seulement ça produit chez les mères des effets de culpabilité énormes, puisque on a beau savoir que ça n'existe pas, on l'attrape quand même un peu dans l'air du temps, parce qu'elle est partout, y compris dans certains courants de parentalité positive quand même, qui impliquent une disponibilité totale, une écoute constante. Donc c'est compliqué, ça culpabilise les mères de façon vraiment très intense, et en même temps, les filles l'attrapent aussi, puisque c'est dans l'air du temps. Et donc elles peuvent aussi, ça peut aussi jouer pour éloigner les filles des mères, puisque les filles regardent leur mère et se disent, mais elles voient bien que leur mère n'a rien à voir avec cette figure-là. Mais comme elle continue à exister comme un fantasme vers lequel on continue à tendre malgré tout, puisqu'on n'a toujours pas abattu ce fantasme à coups de pioche, ça a des effets délétères, ça peut aussi éloigner les filles et les mères. Et aussi, je me dis que ce qui nous éloigne de nommer ces violences qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, même si ce mot peut paraître étrange, mais c'est le fait de dire qu'elles sont parfois banalisées aujourd'hui entre les parents et les enfants, et notamment entre les mères et les filles, c'est que l'antithèse, on va dire, du mythe de la bonne mère, c'est la mère infanticide, la mère qui est Médée, celles qui sont vraiment des figures monstrueuses en fait dans les contes, dans les histoires mythologiques. Et forcément, il y a quelque chose entre les deux, et c'est une échelle assez vaste, et c'est dans ça en fait que vous inscrivez. Oui, et puis ça me fait penser, donc effectivement, il y a ce concept très connu de la mère suffisamment bonne de Winnicott, qui lui le dit, alors je sais plus quand c'est, les années 50, qui dit en fait, pour que l'enfant aille bien, la mère a juste besoin d'être suffisamment bonne, c'est-à-dire présente, et de répondre dans la mesure de ce qu'elle peut faire à ses besoins. Et en fait, ce qui est terrible, je trouve, en t'écoutant, c'est ce que je me disais, c'est que ces constructions, je sais pas comment dire, il y a quelque chose d'une puissance, d'une espèce de rayonnement à travers le temps de ces constructions culturelles. C'est-à-dire que tu peux savoir, en tout cas moi c'est ce que je ressens très fort, c'est-à-dire savoir que c'est une construction culturelle, même en plus avoir travaillé dessus, savoir que c'est une construction historique, etc. Et en même temps te sentir à des endroits malgré tout rattrapé par ça. Et c'est vraiment ce que je trouve le plus difficile, et c'est là où j'ai l'impression qu'il faut, enfin c'est un travail vraiment très très long, et en fait un peu ingrat au sens comme on sarcle un jardin, quoi. Il faut toujours y revenir, parce que ça repousse comme l'ortie. Justement, ces fantasmes, enfin ces figures qui nous écrasent parce qu'elles sont irréelles, mais bon, parce qu'elles sont millénaires, hein, mais... Ah ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on a le portrait très émouvant et on fait très envie de que tu fais, par exemple, de ta mère. Bah évidemment, quand là tout de suite via ce prix, ça interroge. On se dit bah ouais, si c'est ça, être aimé par ses enfants, enfin s'il faut faire ça pour être aimé, pour être reconnue comme une bonne mère, bah enfin au secours, parce que ça demande tellement en fait, tellement encore une fois de sacrifice, de présence, donc du coup c'est vrai que moi je me rends compte que ce qu'il faut réinterroger, c'est quoi être mère, quoi. C'est quoi aimer son enfant, c'est quoi en fait. C'est réinterroger l'amour à cet endroit-là, et c'est bien qu'on soit au cœur sur la table pour ça. J'y pense beaucoup, genre en étant mère moi-même. Ok, c'est quoi être
être celle-là, quoi. On reviendra sur ce poids que la mauvaise mère de l'enfance a sur vous en tant que mère. Mais avant ça, j'aimerais qu'on nomme justement les douleurs dont on va parler dans cette émission. Vous avez des façons différentes de les nommer. Claire, toi, tu parles de la blessure. Chloé, tu parles du mal de mère. Est-ce que vous pouvez chacune nous expliquer ce que vous entendez par là exactement? Chloé, c'est quoi le mal de mère? C'est vraiment parti de cette sensation évidente. Le mal de mer, c'est une distorsion, c'est une contradiction entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et vraiment, j'ai eu cette sensation-là, en fait, une envie de vomir, parfois une envie de mourir, parce qu'en fait, quand on va mal et qu'on fait une dépression, enfin, on a envie de mourir. Donc, j'avais vraiment je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça la sensation, c'est que tout va bien et pourtant, à l'intérieur, j'ai mal. On me dit que ça va, l'agresseuse n'est plus là et pourtant, je continue d'aller mal. Donc, il y avait vraiment à la fois cette chose-là, mais du coup d'un point de vue de victime, et puis après aussi d'un point de vue de mal de mère, en étant mère moi-même, d'avoir la sensation d'avoir mal de l'être, en fait, de pas être bien alors que tout va bien. On te dit ça va passer, enfin c'est bon, il faut juste attendre, mais en fait on a juste envie de crever, quoi. Dans l'écriture et dans le tournage, vraiment concentré sur la sensation physique et l'émotion, et tout d'un coup ça m'a saisie en regardant la mer, tout simplement. Et puis après, voilà, j'étais hyper contente d'avoir trouvé ce titre parce que il y a une dimension énorme d'inconscient collectif autour de la mer. Enfin, la mer, on a besoin d'aller à la mer pour avoir le sentiment d'être vraiment parti en vacances. C'est une source d'inspiration. Et en même temps, il y a tout ce truc en même temps, ça peut être une tempête. Enfin, on ne sait pas quels sont ses abysses, quels sont ses fonds, mais on a besoin de s'y plonger. Enfin, c'est un délire, en fait, quand on y pense. La mer, on a un truc avec ça. Enfin, voilà, quand on y plonge, j'ai l'impression de retourner dans le ventre. Enfin, bon... et en même temps, les salés comme les larmes. Enfin, bon... Oui, en fait, c'est un peu les traces d'un traumatisme, en fait. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Ouais. Oui. Un traumatisme sans avoir vraiment la mémoire parfaite. Et du coup, le jugement parfait du mal qui a été fait, du coup, ça donne ces sensations-là où on ne sait plus très bien. Est-ce que tu l'as retrouvé dans tous les témoignages que tu as reçus pour écrire ton livre, Claire? Toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot de la blessure? Est-ce que c'est aussi cette trace d'un traumatisme de l'enfance? Alors, je pense que je sais pas si tout relève du traumatisme parce que... en gros, pour écrire le livre et pour un peu cartographier qu'est-ce que c'était cette matrophobie, qu'est-ce que c'était cet affect qui touche les filles, j'ai fait un appel à témoignages via la newsletter du Cœur sur la table d'ailleurs. Et l'idée justement, c'était de réunir plein de témoignages, de récits et dans un questionnaire qui était assez simple et qui portait sur les difficultés des relations des filles avec leur mère. Et il y avait une question qui était « Qu'est-ce qui vous a manqué ?» Je crois parce que justement, l'idée était d'éviter le terme reproche. Qu'est-ce qui vous a manqué dans votre relation à votre mère? Et en fait, on a reçu plus de 150, 180 témoignages. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils se répondaient souvent, mais vraiment au mot près. Donc ça pouvait être « J'ai manqué d'affection, de tendresse, de soutien, qu'on me dise qu'on était fiers de moi, qu'on me dise qu'on m'aime. » Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup émue. Et c'est ça que dans mes notes, j'ai appelé la blessure des filles parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une blessure. Donc peut-être tout ne relevant pas du traumatisme, mais en tout cas d'un manque, d'une blessure et de quelque chose qui s'ancre profondément. Parce que évidemment, alors bien sûr que les filles qui nous ont répondu, c'était que des filles pour qui souffraient ou qui avaient souffert. Mais en tout cas, ça se ressentait très fort. Moi, ce que j'ai mis derrière ensuite ce terme de blessure des filles, parce que je le trouvais beau et parce que dans l'idée de la blessure, il y a quelque chose qui est profond, qui cicatrise, mais qui, comme toute blessure, peut potentiellement toujours un peu se rouvrir, quoi. C'est-à-dire que... Avec une plaie un peu mouvante, quoi. C'est ça, un peu ce tissu cicatriciel qui, du coup, fait que la peau reste un peu fragile à cet endroit-là. En tout cas, quelque chose, donc, de l'ordre de ce manque, qui dit quelque chose, je pense, de la façon dont on élevait les enfants. Puisque donc les filles qui ont répondu, elles ont en gros entre 20 et 65, mais il y a une concentration, en tout cas il y a plus de femmes qui avaient plutôt, et quand je dis filles, c'est vraiment au sens de filles de leur mère, mais plutôt aux alentours, je sais pas, entre 30-40, donc de comment on élevait les enfants, et aussi de comment on élevait les filles, de ce qui leur a été transmis, et plus fortement en fait, pas transmis. Ce
qui transparaît dans ce que vous avez raconté sur le tabou de parler de ça, du fait qu'on ne dit pas du mal de sa mère, c'est un peu la honte du coup d'avoir à sortir ça de soi. Ça s'entend beaucoup dans ton premier épisode, Chloé. Mais il y a aussi une autre honte que tu as effleurée, Claire, la honte de la mère en fait, avec l'idée qu'il faudrait surtout pas lui ressembler. Et à ce sujet, on va écouter un premier témoignage, c'est celui de Fiona, une femme de 31 ans. Je me suis longtemps dit que je voulais pas du tout devenir comme ma mère. Je me le dis encore aujourd'hui, en fait. Premièrement, je n'ai pas du tout envie d'être comme elle au service d'un patron qui me méprise, lui donner beaucoup trop de mon temps pour si peu de retour. Ça fait 25-30 ans qu'elle est en couple, mariée avec mon père, et j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop indulgente avec lui. Ce pourquoi je lui en veux, c'est que elle a un fort rapport au silence. Elle valorise beaucoup l'endurance. Pour elle, encaisser, ça veut dire être fort, être forte. Et du coup, quand moi j'ai dû encaisser mes propres épreuves et que je lui ai demandé son soutien, alors qu'elle prétendait vouloir me soutenir, elle n'a pas du tout été présente parce que elle n'a pas su communiquer, elle n'a pas su accompagner sur des remises en question, sur des problèmes familiaux par exemple. Mon regard a changé avec le temps, c'est que je me suis dit ok, elle a fait comme elle a pu avec les moyens qu'elle avait à l'époque et j'aurais pas la relation idéale que j'aurais voulu avec ma mère, je l'aurais avec d'autres gens que je choisis. Mais j'ai quand même de la chance de l'avoir eu et ça c'est avec le temps aussi que j'ai pu le constater, notamment sur la relation au matériel. Elle est nulle en émotionnel mais elle est super forte en gestion, que ce soit les finances, l'organisation. Et je dois dire que si aujourd'hui je suis si sécurisée et à l'aise matériellement dans ma vie, bah c'est grâce à ma mère, quoi. Et c'est très précieux, en fait. Alors, qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire ? Ce qui me frappe, c'est ce qu'on entend de la fille qui regarde sa mère. En fait, ça dit aussi ce truc très fort et qu'on retrouve dans plein de textes. Je pense qu'il y a un texte d'Annie Ernaux sur sa mère qui s'appelle Une femme, où elle décrit justement ce regard d'enfant, en fait, regardant sa mère, je crois, dans mes souvenirs, enlever son corset ou son je sais pas, son chemisier, son soutien-gorge, quoi. Et il y a vraiment tout ce regard de la fille qui observe sa mère comme la femme, un des modèles de femme. Et donc, avec tout ce que ça annonce pour elle. Et je trouve que là, on l'entend bien, en fait, regarder sa mère, se dire, mais si c'est ça, être une femme adulte, soit effectivement dans des versions réussies, super, je serai comme ma mère, soit en tout cas dans ce qui nous intéresse, moi jamais. C'est vraiment le cœur donc de ce concept de matrophobie qui est développé par cette poétesse américaine qui est devenue lesbienne, mais quand elle écrit ce livre en 1976, elle l'est pas encore. Adrienne Rich, dans ce livre très très puissant qui s'appelle Naître d'une femme et qui vient d'être réédité, retraduit sous le titre La maternité obligatoire. Et donc elle déplie cet affect en disant évidemment en fait les filles regardent leur mère et elles voient dans la vie de leur mère en fait ce qui les attend possiblement. Le mouvement de rejet, ce qui éloigne les filles des mères, c'est aussi leur rejet à travers leur mère de la condition que le patriarcat fait aux femmes. Et c'est ça qui est un peu tragique aussi, c'est que parfois, les mères, elles reproduisent ces injonctions de façon très explicite, mais parfois ça peut être implicite. Là, par exemple, dans ce que dit Fiona, en fait, c'est qu'elle voit sa mère. C'est pas que sa mère lui dit... Il y a peut-être d'autres témoignages où ce sera plus le cas, mais elle lui dit pas, j'en sais rien, serre ton père d'abord. Enfin, je dis un truc caricatural, mais par contre, elle voit ce qui se joue, parce qu'évidemment que les enfants et les filles ont une grande lucidité en fait, sur les dynamiques sociales à l'intérieur des familles. Et toi, tu racontes beaucoup ça sur ta propre mère dans ton livre. Bah oui, alors, comme la pauvre, parfois, je me dis... je la prends beaucoup en exemple. Mais oui, c'est ça, moi, le cœur de ce truc douloureux. C'est à l'adolescence, effectivement, la voir de plus en plus éteinte, parlant peu. C'est mon père qui prenait toute la place, qui était drôle, qui était sharp, qui avait de la répartie, qui savait plein de trucs, que moi j'admirais énormément. Même quand à l'adolescence j'ai commencé à beaucoup m'opposer à lui, en partie parce que je trouvais qu'il traitait mal ma mère. Il y avait plein de petites choses par lesquelles il la rabaissait, et en même temps ça me rapprochait pas du tout de ma mère. C'est-à-dire, alors c'était la fin des années 90. Peut-être qu'aujourd'hui
peut-être les outils féministes que je verrais sur mon Insta, peut-être me feraient penser la chose différemment. En fait, je sais pas. Mais à l'époque, ce qui est sûr, c'est que ça faisait une sorte de double opposition à ma mère, un peu quand même sur des bases que je pouvais pas appeler féministes, parce que c'était avant ça, mais en tout cas, tu peux pas traiter ma mère comme ça. Et en même temps aussi de me distinguer de ma mère, de toi, t'es faible, parce que tu te laisses parler comme ça. Moi, pas du tout. Et moi, je serais pas toi. Et en fait, ce truc-là qui a été très fort et qui a été assez structurant dans notre relation pendant longtemps, il y a quelque chose de très triste dedans, je trouve. Même si tout n'est pas lié à des questions de patriarcat, il y a aussi des choses qui tiennent plus à l'histoire personnelle de ma mère et qui, là, sont plutôt plus privées. Mais il y a une partie qui est quand même de ça. Et c'est ce tragique qui m'obsédait quand j'écrivais et qui continue quand j'y repense à me rendre en fait vraiment triste. C'est-à-dire que je pense que les filles, du coup, c'est quelque chose de l'ordre d'une pulsion vitale très forte et d'un mouvement de rejet très fort et très sain de non mais moi je vais pas. En fait ça, je vois que c'est injuste. Les enfants, ils voient l'injustice quand même des choses. Elles refusent ça et en même temps elles refusent du coup leur mère dans le même mouvement. Et après, ce que je trouve aussi très fort au début, c'est que j'ai quand même l'impression que ça montre aussi qu'il y a une articulation, en tout cas des dominations. Là, ce qu'on entend aussi, c'est le rapport au travail. En fait, qu'est-ce que c'est dans une société ultra-capitaliste, néolibérale, où le travail prend de plus en plus de temps et d'énergie? La place, ou plutôt l'absence de place qui reste aussi pour des relations, pour ce travail-là. Au sens le plus beau pour le coup de travail, quoi, au sens de l'œuvre relationnelle, de passer du temps, d'être disponible. Et ça m'a vachement frappée parce que moi, c'est un souvenir que j'ai très fort, mais plutôt de mon père, qui du coup, ma mère aussi, elle travaillait, mais lui, c'était vraiment le truc où il rentrait à 20h, il gagnait plus d'argent qu'elle, il faisait rien dans la maison, sauf le week-end. Bon, il était aussi malade, voilà, il y avait ça qui jouait quand même, mais du coup, il était crevé. Et donc ça m'évoque ça aussi en fait. Qu'est-ce que ça a fait la répartition genrée des tâches ? Bien sûr que c'est les femmes qui en souffrent le plus fort, ça c'est pas la question, mais aussi ce que ça prend d'énergie pour tout le monde et du coup l'absence qui reste et qu'on entend aussi dans ce que dit Fiona sur sa mère qui du coup a peu de capacité en fait à donner le soutien émotionnel. Elle a plus de jus quoi. Qu'elle attend, elle a plus de jus, elle a pas de capacité. À la fin, ce qu'on entend et que je trouve très fort, c'est elle dit mais elle m'a quand même transmis. Elle n'était pas là émotionnellement, mais par contre, elle m'a transmis des capacités hyper solides, financières, et du coup, mon aisance, le socle presque de mon... Voilà, je suis assurée à cet endroit-là, et ça, c'est elle. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur justement qu'est-ce que c'est l'amour maternel. J'ai l'impression ou l'amour parental en général, il y a cette idée que voilà, c'est que dans le soutien émotionnel, même si c'est essentiel. Mais en fait, toutes les tâches qui vont autour... tout ce truc logistique, en fait, de travailler pour qu'il y ait assez à manger, qu'il y ait un toit, qu'il y ait potentiellement des vacances si c'est possible. En fait, tout ça, ça devrait faire partie de nos conceptions du soin et des soins maternels aussi. Effectivement, par contre, ça implique du coup de pas toujours être là. Parce qu'il faut travailler, dans le soin maternel, il y a vraiment aussi d'autres choses que cette présence affective, même si elle est très importante. Moi, c'est terrible parce que j'ai presque envie de prendre un contre-pied quand j'entends, parce que ce témoignage-là, pour moi, il répond parfaitement à l'idée de la matrophobie, en fait, de la peur de devenir comme sa mère, alors que moi, intimement, et dans la série, les personnes que j'ai rencontrées, c'est pas vraiment ce qui se joue, la peur de devenir comme sa mère, parce qu'en plus, on a, nous toutes, qui témoignons dans le mal de mère, plutôt des mères qu'on admire, de fous, qu'on trouve magnifiques, qu'on trouve belles, hyper impressionnantes, hyper fortes, qui ont cette chose-là aussi peut-être un peu ambivalente de... on se dit, elle m'a appris à encaisser, du coup, elle m'a transmis quelque chose, et comme si, justement, c'est plutôt les mères qui regardent les filles et qui ne veulent surtout pas qu'elles deviennent comme elles, plutôt que la fille qui a peur de devenir comme sa mère, c'est la mère qui ne veut pas que sa fille reproduise cette chose-là et donc du coup exerce de la violence, enfin, en tout cas se cache derrière cette excuse-là. Mais c'est vrai que moi je suis touchée par ce témoignage et en même temps tout de suite, en tant qu'auditrice, je me dis que je suis encore plus en colère parce que quand j'entends elle a fait comme elle a pu et j'ai envie de dire oui, mais c'est vrai que il s'est posé vachement la question à un moment donné. Moi j'avais très envie d'avoir une grande diversité de témoignages, que ça soit dans les religions et en fait je me suis retrouvée à choisir des témoignages qui me ressemblaient le plus et donc très blancs, très bourgeois, de familles assez blanches et bourgeoises.
Mais en fait, c'était important de le dire aussi que ces femmes-là, elles avaient le choix, en fait. En tout cas, moi, ma mère, elle avait le choix. Elle avait les moyens. Il y avait une nounou à domicile. Il y avait de l'argent. Donc, il y avait la possibilité, en fait, à la fois d'avoir du temps pour soi. Donc, je suis toujours un peu dans ce concept de matrophobie, un tout petit peu... moi, ne me reconnaissant pas tout à fait là-dedans, bien que je le vois et que je l'entends. Par contre, pas envie de reproduire une relation. Mais du coup... Qu'est-ce qu'on fait de ces mères-là, en fait, quand on est leur fille, qu'aujourd'hui la loi fait qu'à un moment donné, on va être responsable d'elles si besoin. Donc, en fait, il y a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces mères-là ? Moi, c'est ça qui m'interroge. Je me disais aussi, à la fin, quand elle dit c'est pas une relation idéale, c'est pas la relation idéale, en fait, ça me fait penser aussi, pareil, des choses que je continue à penser après la sortie du livre, un peu à cette prégnance du modèle très... je sais pas comment dire, familialiste en fait, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la prégnance de ces idées-là, c'est-à-dire que t'as beau savoir que la famille elle est nucléaire patriarcale, que c'est une construction aussi sociale à un moment qui repose par essence sur l'asymétrie du père et de la mère, que c'est là pour je sais pas, pour organiser la transmission des patrimoines et tout ça. Ça revient quand même toujours fort, et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à se défaire de cette idée qu'il y a une possibilité d'une relation idéale, que ce serait un but vraiment hyper important à atteindre, à réparer, et qu'il faut du coup beaucoup mettre d'énergie dans cette réparation-là. Comment dire, j'ai l'impression qu'on fait moins ça avec des relations amicales, c'est-à-dire que tu tires plus vite un trait sur... en fait, ça veut pas dire que ce soit simple, mais tu fais plus le constat de ça ne marche pas, ça n'a pas marché. En fait, on est trop différents et trop différentes. Et que j'ai l'impression qu'il y a ce modèle familialiste quand même très fort, justement de c'est ta mère, tu dois tout lui pardonner, c'est les parents, alors que y a des parents vraiment aimants, mal protégeants, etc. Et c'est une sorte de réflexion qui est en cours pour moi-même, parce que je suis jamais arrivée à ça par la critique de la famille. Je suis moi-même, je suis dans une famille hétéro, alors recomposée, mais enfin bon, c'est pas non plus le polycule queer. Donc justement, on peut pas dire que je sois dans une critique de la famille nucléaire, en tout cas ultra brûlante. Mais de plus en plus, en discutant à la suite du livre, j'ai quand même l'impression que c'est ça qui se pose, et à quel point peut-être aussi on souffre, parce que ça fait très peu partie des possibles mentaux. L'idée de juste, il faut lâcher l'affaire sur ces relations-là. Parce qu'en fait, il y en a plein d'autres qui sont plus nourrissantes, plus justes, plus égalitaires, moins violentes. J'aimerais qu'on revienne à ce que tu évoquais dans le fait que les mères, surtout les mères de la génération de celle de Fiona, elles ont beaucoup subi les dominations patriarcales, mais il y a aussi l'effet pervers qui est qu'elles le reproduisent aussi parfois. Et à ce sujet, on va écouter un second témoignage qui est celui de Luna, qui a 25 ans. Il y a beaucoup de choses que j'ai reçues de ma mère que j'aurais aimé pas recevoir. Comme beaucoup de femmes, c'est le rapport au corps. J'ai des souvenirs d'elle qui parle tellement mal de son corps, qui déteste sa poitrine, qui déteste son ventre. Ma mère, encore aujourd'hui, se sent très mal dans sa peau et absolument obsédée avec l'idée d'être mince, malgré le fait qu'elle a bientôt 60 ans, elle a eu 4 enfants. Les souvenirs les plus jeunes par rapport à mon corps, c'est ma mère qui me disait que j'avais des trop grosses cuisses et que c'était pas beau. Et elle me montrait d'autres filles de ma classe en disant « Regarde comme c'est joli » ou « Regarde comme c'est plus élégant » ou « Regarde comme elle a de la grâce ». Et moi, je regardais mes cuisses en comprenant pas pourquoi elles étaient pas comme celles des autres filles. À chaque fois que c'était « Ah, mais si tu manges encore une part de gâteau, ça va aller dans tes cuisses. C'est pas beau. » Le plus triste, c'est que j'ai regardé des photos de moi enfant en pensant que j'étais un petit peu grosse, et en fait j'étais ultra mince. Enfin, ça m'a choquée à quel point j'étais même un peu en sous-poids, même quand on regarde les images, et ça m'a suivie jusqu'à encore très 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 tard. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle raconte que ça l'a suivie jusqu'à très tard. Et on entend ça dans ta série Chloé. Parce qu'il y a une amie qui t'a connue jeune et qui donne ça comme presque première pensée de ce qui t'a marqué de ta relation avec ta mère encore aujourd'hui. Au regard des 25 ans qu'on a passés ensemble, à ton avis, quelles sont les plus grosses séquelles de cette enfance sur moi ? Ton rapport à ton corps, toi, d'une exigence dingue,
ton besoin d'amour, qui est certainement lié à cette pression que tu te mets, et ton rapport à ta maternité. Est-ce que tu l'as beaucoup retrouvé dans les témoignages que tu as reçus ? Waouh, Naomi, c'est très forte là. Je l'avais pas vu venir celle-ci. Parce que en fait, c'est un vrai sujet. Enfin, vraiment, ça faisait partie d'un chapitre sur les TCA, la transmission de ça de mère en fille. Alors bien que, voilà, pour remettre les choses à leur place, ma mère m'a toujours trouvée très belle. Elle m'a pas transmis ça, si ce n'est qu'elle avait une énorme exigence envers son corps à elle-même et que je l'entendais vomir la nuit et que je pense que j'ai reproduit ça et que finalement, c'est plus mon père ou ma belle-mère qui me faisait des réflexions sur mon poids plus que ma mère. Mais il y avait quand même ça existait. Bon, voilà. Et donc, j'ai voulu à un moment donné le traiter, ce truc qu'on se passe de mère en fille, etc. Et bon, finalement, c'était un gros chantier et que du coup, j'abordais, mais qui est en filigrane. Et donc, tu as perçu, tu as vu l'entreligne. Donc, ça me fait super plaisir de voir qu'on le ressent, parce que je voulais qu'il y ait une trace de ça quand même. Il y a aussi un autre témoignage d'une fille qui est devenue anorexique parce que sa grand-mère lui avait dit qu'il fallait que si elle n'avait pas été là, ça aurait été mieux. Donc voilà, j'avais laissé un peu une trace de ça. Là, ce qu'on entend surtout dans ce témoignage-là, qui est très fort, c'est que les mères ont une espèce de prolongement de soi. En fait, elles dictent à leur fille ce qu'elles se dictent à elles-mêmes, en fait. Donc c'est vraiment, il y a une transmission de ce truc-là. Et vraiment, moi, ça me met dans une colère. Et c'est pour ça que mais vraiment une énorme colère, parce que quelle perte de temps, quoi. Enfin, vraiment, quelle perte de temps, d'énergie, et d'argent. Encore une fois, on va pas aborder ce sujet-là sur la différence économique entre les femmes et les hommes, mais c'est ça aussi qui nous fait perdre énormément d'argent. Moi, ça me rend ouf, le temps perdu, mon temps perdu. Et voilà. Et d'écouter ça encore, que ça existe encore, ça me terrifie. Mais moi, c'est plus maintenant, aujourd'hui, l'exigence, parce qu'il faut être forte, quoi. Il faut tenir, quoi. Donc ça reste, ouais. Et Claire aussi, ça apparaît dans ton livre et ça apparaît dans beaucoup de témoignages que tu as reçus. Oui, j'ai l'impression que cette idée de la transmission des normes de la minceur et de la grossophobie et puis aussi de la sexualisation du corps des filles. En fait, tout ça, ça revient beaucoup dans les témoignages et c'est un peu terrassant, quoi. Moi, pareil, j'ai noté colère. Ça met vraiment en colère de se dire, parce qu'en fait, c'est ça être une fille. C'est recevoir ces normes-là sur ton corps, pas assez bien, et les intérioriser très tôt et passer un temps infini à les défaire avec la prévalence des troubles du comportement alimentaire et tout ça. Moi, ça m'a vraiment marquée, parce que je me souviens d'avoir vu effectivement une photo de moi à 13 ans, alors qu'à l'époque, je me trouvais vraiment grosse. Et pareil, m'être dit, mais en fait, c'est hyper mince. Ouais, c'est abusé. Alors que je me souviens à quel point je suis mal quand on prend cette photo-là. Je me souviens que je me trouve grosse et moche et tout. Et en regardant, je disais, mais waouh, c'est fou. Il y avait vraiment un monde entre comment je me percevais. Et ça, c'est aussi des choses qui sont passées par ma mère, plus ou moins, qui mangeait, des trucs très classiques, qui mangeait des légumes vapeur. Mais en même temps, le soir après, elle se cachait, elle mangeait des gâteaux. Tout un rapport à la nourriture assez fucké. Après, mon père, lui, était obèse, il était au régime, il était malade. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi toute cette question des écosystèmes familiaux, en fait. Il y a aussi d'autres choses. Et un peu comme dans ton podcast, Chloé, il y a Colline Cardy qui dit qu'est-ce que les pères font là, la violence des mères. Je pense qu'il y a aussi où sont les pères, alors est-ce qu'ils sont absents, est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce que eux transmettent de ce rapport au poids et aux normes. Mais oui, et c'est vrai que c'est l'exemple le plus frappant, parce qu'en fait, je pense qu'il concerne vraiment tout le monde. Moi, on m'en a raconté des tonnes, des anecdotes là-dessus. Je me souviens d'une productrice que je rencontrais, c'est la première chose qu'elle m'a racontée, comment sa mère lui a filé des Slim Fast à 12 ans, parce qu'elle avait grossi après une opération, et parce que c'est les années 90, et donc, en fait, la mère, ça lui semble bien, elle se dit que c'est bien pour sa fille, qu'elle va mincir, et donc oui, bien sûr, elle a 12 ans, elle va prendre des Slim Fast. Et donc, en fait, c'est à la fois très frappant, et en même temps, ça incarne ce processus de, en fait, les mères, bien sûr, qu'elles transmettent les injonctions avec lesquelles elles se débattent et qui les ont modelées intérieurement depuis des années, quoi. Et est-ce que vous avez trouvé des moyens de mettre ça un peu à distance maintenant que vous avez identifié ça, et en étant adulte, comment on se défait de cette transmission maternelle du rapport au corps un peu déformé et sans boussole ? Moi, tout d'un coup, j'ai un souvenir de ma petite fille. J'ai une petite fille. Quand elle était toute petite, elle avait 1 an et demi. On était au restaurant. Elle était en train de manger des choses un peu grasses. Au restaurant, on fait comme on peut quand on a des petits, etc. Et d'entendre ma belle-mère, attention, faut qu'elle en fasse attention. Elle est quand même un peu plus potelée, alors qu'elle est,
aussi potelé que son frère. Enfin bon, bref, il n'y a pas de sujet. Et là, moi, je lui ai dit droit dans les yeux, donc c'était à ma belle-mère, hein, mais on va pas recommencer l'histoire. Parce que c'est vraiment ça, on va pas recommencer la même histoire. Donc en fait, c'est arrêter de se raconter cette histoire-là, en fait. Que les filles prennent plus, qu'il faut manger ci, qu'il faut manger ça. Enfin, vraiment, c'est arrêter de... Enfin, moi, c'est juste, faut arrêter d'en parler, quoi. Enfin, je veux dire, faut se connecter à ses sensations. C'est vraiment la sensation, se connecter à son corps et ce dont il a besoin et ce dont on pense que nos enfants ont besoin pour aller bien et manger et prendre du plaisir. Et c'est tout, en fait. C'est juste une question de sensation, je crois que... Ouais. Mais c'est vrai que ce truc de décider de ne plus en parler, c'est déjà un bon indicateur. Par exemple, moi, je prends l'exemple de ma copine qui aussi n'en peut plus, en fait, de ces discussions sur au repas de Noël, je vais pas me resservir parce que je sais pas quoi truc. Et à chaque fois, maintenant, elle l'exprime, en fait. Elle dit, en fait, j'en ai marre qu'on parle de ça. Parlons d'autre chose. Et du coup, ça met une limite, une barrière qui permet de juste se rappeler que on n'a plus besoin, en fait, de répéter ce refrain-là. Et moi, je vais aussi donner mon propre exemple. Ma mère, qui a toujours été très soutenante sur tout, c'est vrai que elle m'a quand même mis sous ce sort de nuage au-dessus de la tête, puisque elle-même est elle se dénigre beaucoup par rapport à son poids. Au début, j'avais un peu ce réflexe-là, surtout parce que je faisais beaucoup de danse quand j'étais petite, beaucoup de compétitions, de trucs comme ça. Donc en fait, c'était un peu un regard global du corps. Mais en fait, quand je suis devenue adulte, quand je suis partie, par exemple, j'ai pas pris de balance chez moi. Et ça m'a jamais manqué, en fait. Je me suis pas pesée depuis 6 ans, je pense. C'est la clé. Moi, c'est le truc... là, mon mec, il a recommencé... Enfin, il fait beaucoup de courses. Il était dans un truc hyper précis avant le marathon. Et à un moment, il m'a dit, est-ce que je peux acheter une balance? Parce qu'il sait que... Et je lui ai dit, jamais. Voilà. Mais vraiment, tu vois, cet été, on était dans un gîte avec des copains. J'ai vu qu'il y avait une balance dans la salle de bain. Je suis allée la planquer dans un grenier, parce qu'en fait, pour moi, la balance, c'est l'objet du malin. Parce que je me souviens, en fait, de ce truc de se peser 3 fois par jour. Tu vois, de se dire, est-ce que t'as perdu 100 grammes ou pas à l'adolescence. Non, après, moi, ce qui m'intrigue, donc je suis d'accord avec évidemment tout ce que vous avez dit, mais je me demande aussi, donc pareil, ma belle-fille, on fait hyper attention, on lui parle jamais. Quand, tu vois, à un moment, on a senti qu'elle voulait se mettre un petit peu au régime, on dit, mais pas du tout, t'es super et tout. Mais c'est... moi, je me demande parfois dans quelle mesure j'ai intériorisé, parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai intériorisées hyper profondément, même si je pense que j'ai un rapport quand même plutôt sain à la bouffe aujourd'hui. Et ben, tu vois, par exemple, pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est une coordonnée de la vie de tu manges pas des pâtes le soir. Et sauf, tu vois, sauf si tu fais un dîner et tout. Et c'est parce que c'est des choses que j'ai intégrées hyper fort. Et parfois, je me demande. De fait, moi, j'adore les salades. Bon, tu pourras couper, c'est une digression, mais tu as dit qu'on pouvait dire ce qui se passe. J'adore la vous salade. allez voir, j'arrive à un endroit qui ne concerne pas que ma passion salade composée. Non, mais parce que parfois, je me demande si ma belle-fille, elle voit pas aussi que, même si c'est un vrai kiff, que c'est ce que je me fais quand je suis toute seule et tout, mais que en fait ça témoigne aussi d'une certaine socialisation à l'alimentation, plutôt que mon mec quand il est fatigué il se fait un énorme plat de carbo le soir. Moi je sais que j'en ai pas envie, mais je pense que j'en ai pas envie entre autres parce que en fait j'ai intériorisé plein de préceptes comme ça. De préceptes, ouais. Et qui me manquent pas du tout, tu vois. C'est vraiment pas, je me dis pas, j'aimerais tellement pouvoir manger des carbos. C'est pas ça, c'est juste que je constate qu'on a un rapport quand même genré à l'alimentation. Et je me dis que, de fait, elle doit le percevoir. Moi, c'est un peu ça qui m'intrigue, enfin, qui me questionne plutôt. Dans ce qu'on peut transmettre, et je pense qu'on en reparlera plus tard et tout, mais puisqu'on est à un degré, on a la chance d'hériter de tellement de réflexions, de plus d'outils que nos mères, que les générations d'avant, et c'est plus, je me dis, nous, les scories qui restent, c'est probablement là-dedans. Moi, je suis née en 85, j'ai grandi dans les années 90 et 2000, forcément, j'ai des angles morts. Donc, c'est plus, je me dis, ça, en fait, j'espère que sa génération en fera des choses, mais je me dis que, il reste un peu des petites choses quand même qui traînent... Si vous faites partie du million de Françaises et Français qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, ne restez pas seuls. Dans de nombreux hôpitaux, il existe des pôles dédiés pour être pris en charge par des spécialistes. Pour repérer ceux qui sont proches de chez vous, vous pouvez consulter l'annuaire de ces structures d'accueil conçues par la Fédération française Anorexie-Boulimie qu'on met dans la description. Quant à la recherche d'un meilleur rapport à la nourriture, il y a plein de ressources possibles. Par exemple, le travail de Zina Mebkout, autrice du livre « Manger sans culpabiliser ».
Elle est thérapeute, militante anti-grossophobie et elle défend ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Pour vous faire une idée de son approche, vous pouvez l'écouter dans le podcast Encore heureux, animé par Camille Test. L'épisode s'appelle « Peut-on avoir un rapport apaisé à la nourriture ?» et il est à retrouver sur toutes les plateformes. Avant de reprendre le cours de ma conversation avec Chloé de Broca et Claire Richard, j'ajouterai ceci. Là, on n'a fait qu'effleurer le sujet, mais la grossophobie, c'est-à-dire la stigmatisation et la discrimination des personnes perçues comme grosses, la grossophobie fausse notre rapport au monde, elle crée des rapports de pouvoir et surtout, elle tue. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre le travail d'associations comme Gras Politique, suivre le compte Instagram Corps Cool au pluriel, ou encore lire ce livre, Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible, écrit par Solène Karoff et paru en 2021 aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Bon, en dehors de la question du rapport au corps, il y a plein d'autres variantes de la reconduction du sexisme des mères sur les filles, malheureusement. Il y a le slut-shaming, donc le fait de sanctionner une fille ou quelqu'un en général pour sa sexualité ou ce qu'on projette de sa sexualité. Concrètement, ça passe par l'insulte, souvent. Il y a aussi le rappel à l'ordre autour des atours de la féminité, de comment on se coiffe, comment on s'habille, est-ce qu'on se maquille, est-ce qu'on s'épile. Ça, c'est un vrai truc. Et c'est quelque chose que, d'ailleurs, beaucoup de mes proches lesbiennes qui ont aujourd'hui une allure plutôt masculine m'ont raconté que leur mère leur disait tout le temps en fait, arrête de ressembler à un garçon manqué, quoi, ça passe aussi par là. Et dans ton livre, Claire, tu rapportes un exemple qui m'a beaucoup bouleversée. C'est celui d'une femme qui est d'origine martiniquaise, qui s'appelle Kelly. Elle parle du racisme intériorisé de sa mère. Et un jour, elle dit que une amie qui les a vues toutes les deux lui a dit « Quand ta mère te regarde, ça se voit qu'elle se dit que tu es la femme qu'elle aurait rêvé d'être. » Ça, je trouve ça absolument terrassant. Pourquoi est-ce que les mères elles transmettent tout ça ? Qu'est-ce qui se passe en elles derrière ces limitations, cette jalousie ? Comment ça se fait qu'il y a ce raccourci si simple ? Alors, je pense qu'il faut quand même préciser qu'une fois de plus, c'est pas toutes les mères, parce qu'il y a des mères qui, tu vois, par exemple, toi, c'était pas le cas, et puis, ou qui vont répondre différemment à cette question de, en gros, c'est la question de l'impact que laissent sur elles les contraintes qu'elles ont intériorisées, les sacrifices qu'elles ont dû faire et les compromis. La condition féminine dans un régime patriarcal, c'est une vie plus étroite que celle qui est offerte aux hommes. En tout cas, en théorie, parce que bien sûr qu'il y a la classe, la race et plein d'autres choses, et qui n'ouvrent pas les mêmes possibles. Mais en tout cas, il y a ça. Et c'est qu'est-ce qu'elles font de ça ? Et du coup, je pense qu'il y a une partie, effectivement, dans les réactions de jalousie, de colère, un peu toutes ces choses qui sont en plus souvent ambivalentes. Par exemple, moi, un témoignage qui m'avait beaucoup émue ou touchée, c'était aussi, donc il y avait celui de Kelly qui est très fort, qui est vraiment hyper triste. Et je pense à une autre femme qui dit, dans mes souvenirs, que c'est un peu la première à faire des études, elle peut faire des études, elle a Bac+5 et sa mère a pas travaillé, et que sa mère se lève et quitte la pièce quand elle parle de son travail. Parce qu'il y a quelque chose d'un insupportable, en fait, où sa mère, elle ne supporte pas d'entendre, donc j'imagine que c'est un peu des explications, des interprétations psychologiques, elle supporte pas, en fait, la vision de ce qu'elle a pas eu. Et je pense que ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut prendre justement cette question de la colère. Il y a Bethany Webster, qui est une psychologue américaine, elle parle de ce qu'elle appelle mother wound, la blessure des mères. Et donc elle dit, c'est la colère des mères, de tous les sacrifices qu'elles ont faits, et cette colère qui n'a pas d'endroit social où se dire, confère le fantasme de la bonne mère, tout ce qu'on a dit avant, et qui du coup se retourne sur les enfants et a fortiori sur les filles. Et je trouve ça super intéressant parce que à la fois on voit bien, moi par exemple ma mère ça a jamais été le cas, mais je pense que elle ça a créé, j'ai jamais ressenti ça chez elle du tout. Je pense que chez elle ça a plutôt pris la forme d'états plus dépressifs en fait. Cette espèce de truc de soudain tu te retrouves un peu dans une vie beaucoup plus étroite que ce pourquoi t'avais signé. Et en fait, elle, ça l'a plutôt abattue. On est encore dans ce truc, en fait, de prolongement de soi, quoi. En fait, c'est ça qui est terrible, en fait. C'est encore une fois, il y a une espèce de jalousie, enfin, moi, c'est ce que j'entends un peu dans ce que tu dis, de comparaison de ce que la fille accomplit, ce que la mère n'a pas accompli, parce qu'encore une fois, on se dit que il y a un truc de miroir, de double de soi, de prolongement de soi, qui n'a pas de lieu d'être, en fait. Évidemment, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça toujours intéressant de venir interroger la génétique. Moi, au début, j'étais
obsédée par le microchimérisme, et donc c'est cet échange de cellules entre la mère et l'enfant, enfin le fœtus, qui est naissance ou pas, et qu'en fait on a les traces de tous nos enfants et de nos mères sur nos cellules, etc. Blablabla. Bon, je trouve ça génial, je trouve ça hyper inspirant, mais en même temps... pour se débarrasser de tout ça, de toutes ces douleurs-là, c'est se rappeler qu'on n'est pas les mêmes personnes, en fait. Une mère n'est pas sa fille, une fille n'est pas sa mère, en fait. Donc, on hérite de certaines choses, il y a des choses qui se transmettent, il y a des peurs, et ça, je suis un peu à cet endroit-là, c'est-à-dire à observer ça, ok, ça m'appartient, ça m'appartient pas, et voilà, accepter ça. Et en même temps, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je suis d'accord, et en même temps, je me dis que, plutôt, moi, je me dis, je peux comprendre si je me pose la question, tu vois, si je vois ça comme des générations de femmes successives dans un mouvement de libération qui est quand même hyper récent, en vrai. Ça fait quand même pas très longtemps, même, je sais pas, même si on parle du 19e siècle, tout ça, c'est quand même frais, quoi. Et cette deuxième vague, là, je sais pas, l'accès, l'avortement, le compte bancaire à ton nom, la capacité à travailler, etc., tout ça est quand même hyper récent, c'est un demi-siècle à peu près. Et que, du coup, je comprends comment, même si c'est pas souhaitable, mais j'ai l'impression que d'un point de vue systémique, presque, c'est obligé que ça produise, pour certaines personnes, des choses comme ça. Ce qui n'enlève rien à leur responsabilité individuelle, quelque part. Tu vois, c'est juste que ça s'ajoute ou on peut penser les deux en même temps. Et je trouve ça assez tragique. Je suis d'accord, les gens sont pas des miroirs, mais je peux comprendre qu'une femme qui n'a pas pu travailler ou qui a le sentiment à 60 ans qu'elle est passée à côté de choses qu'elle aurait pu faire parce qu'elle en a pas vraiment eu la possibilité, et que voir sa fille, elle puisse être traversée de mouvements ambivalents, d'être contente pour sa fille qu'elle puisse aller plus loin, et qu'en même temps il y a quelque chose d'un insupportable. Ah oui, bien sûr. Tu vois, c'est ça. Ouais, et ça, ouais, je trouve ça sûr. hyper fort, parce que tant qu'il n'y a pas des libérations plus générales, c'est obligé que ça crée des choses qui atterrissent dans les relations interpersonnelles, comme des trucs douloureux qui vont éloigner les mères des filles, qui parfois font faire à certaines mères des choses objectivement odieuses envers leur fille, et que c'est comme de la même façon que la fille, parfois, certaines filles plutôt voient, s'éloignent de leur mère, alors que la faute, c'est le système patriarcal, si je caricature. De la même façon, tu vas avoir des mères qui font payer à leur fille ce qu'elles n'ont pas pu faire. Et c'est une fois de plus, c'est pas histoire de leur dire, du coup, on les dédouane, et c'est pas grave, c'est juste des victimes du patriarcat, parce que je le pense pas non plus. Mais je trouve que, une part de moi comprend, quoi. Comprendre, ouais. T'appelles ça des libérations incomplètes dans ton livre, d'ailleurs. Le fait que la fille a pu tenter de se libérer, alors que la mère n'a pas pu le faire à cette même ampleur. Mais par contre, il y a un peu le cas extrême de ça, qui est le cas que tu racontes un peu dans ton livre, Claire, des mères qui sont très féministes et qui, du coup, en sont venues, pas que avec le féminisme, mais qui ont décidé de se mettre en premier et qui ont voire négliger ou sacrifier leur enfant. Ça peut paraître paradoxal d'un point de vue féministe. Comment on regarde ça ? Moi, ça m'obsédait un peu pendant l'écriture du livre, parce que comme c'est un peu ma petite marotte, la question de comment nos affects ils sont formés par la politique, les structures sociales, etc. Justement, je trouvais que on était un peu au cœur d'un des problèmes, et peut-être aussi d'un des nœuds qui n'étaient pas nécessairement solvables par des conseils psychologiques, quoi. Et ça m'avait beaucoup frappé en lisant notamment le livre de Virginie Linhart, L'effet maternel, où elle est très en colère contre sa mère, et effectivement elle raconte sa mère qui l'a fait vivre dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un climat incestuel, et qui à l'époque est juste des années 70, mais de fait c'est un climat incestuel. Petit point vocabulaire. On peut définir le climat incestuel comme une ambiance familiale qui fait planer le parfum de l'inceste, mais sans passage à l'acte pénalement répréhensible. C'est-à-dire sans agression ni viol par un parent, un membre de la fratrie ou un cousin sur un enfant. Ce sont des regards déplacés, une nudité imposée et banalisée, des attouchements déguisés en soins ou en simple affection, des confidences sexuelles des parents aux enfants. Ce sont des petits gestes, des petites réflexions qui peuvent paraître anodines, mais qui cultivent une sorte de harcèlement sexuel d'ambiance au sein du foyer. Pour en savoir plus, je vous recommande cet épisode d'un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Climat incestuel, grandir sous la menace. On vous met ce lien dans la description. Et puis après, plus tard, qui sort tous les soirs en laissant ses enfants très jeunes chez elle. Donc, de fait, qui les protège pas et qui exerce des formes de violence sur ses filles. Et on sentait, et elle le disait, en fait, que c'est une hypothèse, quoi, que sa mère, peut-être avait voulu se libérer si fort
pour être sûre de pas reproduire ce là dont elle venait, que ça causait des torts réels aux filles. Et moi, c'est ce que je m'étais dit un peu en lisant aussi La Familia Grande de Camille Kouchner, même si elle dit pas du tout ça, Camille Kouchner. Donc, c'est juste un effet de lecture que moi j'ai eu. C'est pas elle, sa lecture de sa relation à sa mère. Je pense que c'est important de le dire, mais je me disais un peu, parfois, elle protégeait ce qu'elle appelait sa liberté d'une façon très virulente. Et là, je me dis qu'il y a aussi des effets de génération. Et on en revient à cette chose que tant que c'est pas la société plus généralement dont les structures évoluent pour être réellement féministe, donc ça implique réorganisation du travail, des modes de garde, de la parentalité, etc., ça produit des effets comme ça. Et c'est vrai que c'est une question importante sur les mères... qui n'ont pas voulu l'être en fait, et donc qui se sont retrouvés dans une situation, qui ont eu cette possibilité de se libérer de ça, mais ça revient sur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de la relation? Est-ce qu'on est obligé de la maintenir, de perpétuer le lien? Parce que là on parle de Virginie Linhart, qui est un super bon exemple, parce qu'en plus on est un peu dans cette ambivalence, parce que justement il y a quelque chose d'incroyable dans la figure de la mère, mais en même temps il y a un second livre derrière qui s'appelle Une sale affaire, qui raconte le procès que la mère a intenté. Quand on lit Virginie Linhart, on sait que la relation, elle n'est pas du tout rompue, qu'on a encore une histoire d'emprise derrière. Donc, c'est-à-dire que la mère, elle s'est libérée de son rôle de mère et en même temps, elle continue d'user de l'emprise. Donc, en fait, il y a quelque chose de... Voilà. Bon, mais là, c'est un cas particulier. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à regarder, quoi. Et ça me fait penser aussi à un autre exemple qui est dans le livre, parce que là, effectivement... Virginie Linhart, Camille Kouchner, etc. En fait, il y a un côté, c'est des mères flamboyantes, quoi. C'est des mères qui font des carrières hyper impressionnantes, qui sont militantes, etc. Et il y avait un témoignage dans le livre beaucoup plus courant, quelque part, et aussi plus proche de nous dans le temps. Et c'est une femme qui dit, de mémoire, mais en gros, elle dit, moi, quand j'étais petite, on m'avait dit que j'étais douée pour je sais plus, c'était le théâtre ou le chant. Et des professeurs m'encourageaient à continuer, mais pour ça, il fallait aller dans un conservatoire qui était à 1 heure de route tous les samedis. Et ma mère avait refusé. Et en gros, je lui en veux parce qu'elle m'a pas soutenue. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que je me disais, en fait, je m'identifie aux deux côtés. C'est-à-dire, moi, mes parents, ils étaient pas chauds pour l'écriture. Enfin, donc, ça me parle beaucoup l'idée que ce soit difficile de s'autoriser à faire des choses artistiques quand on ne te l'a pas autorisé jeune. Donc vraiment, je comprends vachement. Et en même temps, étant mère moi-même, je comprenais tout à fait aussi une mère qui dit non mais en fait, moi je passe la semaine à faire des trucs, je vais pas faire tout mon samedi après-midi à faire des allers-retours en voiture. No way. Et en même temps, plus j'y réfléchissais, et notamment en discutant en librairie, je me dis, parce que je prenais souvent cet exemple parce qu'il est très concret, il est très proche de nous pour le coup. Et c'est pas ma mère trotskiste. Et en même temps, je me disais aussi, mais en fait, la question, c'est où est l'autre parent? Alors là, pour le coup, c'est un père. Mais en fait, où est le père? Et aussi, où sont les autres gens? C'est-à-dire que, en fait, ça devient envisageable si tu te dis, je sais pas, on est 4 parents, et du coup, c'est un samedi sur 4. Et du coup, oui, c'est jouable. Parce que c'est pas sur moi que repose tout. Et ça revient à quelque chose qu'on n'arrête pas de dire en filigrane, qui est, en fait, cette relation-là, si elle est en tête à tête, elle est invivable. Voilà, en fait, pour sortir de ces libérations incomplètes, de ces affrontements-là, en fait, c'est ouvrir la famille et distribuer la charge, parce que sinon, c'est invivable. Autant pour les filles qui se retrouvent le réceptacle de toutes les névroses de leur mère, que pour les mères qui se retrouvent, pareil, à devoir assumer tous les je sais pas, les fantasmes sociétaux et les besoins réels des enfants. C'était la première partie de mon entretien avec Chloé de Broca et Claire Richard sur les relations conflictuelles entre mère et fille. Dans la suite de notre conversation, on va plonger dans les cas les plus graves, ceux des violences maternelles. Ça, c'est vraiment la manifestation, en moi, du déni sur les violences sur les enfants. On va aussi, c'est promis, dessiner des horizons pour guérir de ces blessures de filles. Puisque mes 2 invitées sont elles-mêmes devenues mères, elles vont nous raconter tout ce qu'elles ont mis en place au quotidien pour trouver la bonne posture vis-à-vis de leurs propres enfants, sans reproduire ce qui les a hantées en tant que filles. Parce que c'est tellement difficile ce juste équilibre quand on est mère, c'est-à-dire que on doit embrasser, allaiter, câliner, prendre dans nos bras, puis tout d'un coup, dès qu'on le fait trop longtemps, ça devient incestuel. Enfin, c'est très très difficile. C'est quoi l'amour maternel ? Cette seconde partie sortira dès la semaine prochaine dans Le Cœur sur la table. Surtout, n'oubliez pas d'activer les notifs du podcast pour en être averti. D'ici là, vous pouvez écouter la série de Chloé de Broca, Le mal de mère, dans le podcast Émotion, produit par Louis Média.
Et vous pouvez vous procurer le livre de Claire Richard, Pardonner à nos mères, paru en 2026 dans la collection Les Renversantes des éditions Le Duc. Je m'appelle Naomi Titi et j'anime Dr Love, le nouveau talk du cœur sur la table que je supervise depuis septembre 2024. Un podcast pour réinventer nos relations, créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge, une marque Urbania. Prise de son et réalisation Octave Bautier, production et édition Charlotte Bex et Aude Miquel, rédaction en chef Thomas Rozek, direction de contenu Sophie Marchand. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie jusqu'au bout. Je compte sur vous pour venir écouter la suite la semaine prochaine. Et je vous dis une bonne fête des mères, enfin surtout un bon courage pour la traversée. Salut!